Figaro Live, bonjour. Il est un petit peu plus d'11h11, 11 comme le 11 mars 2004, 11 comme le 11 mars 2012. Deux dates douloureuses dans la mémoire européenne. Le 11 mars 2004, 191 morts, 1858 blessés. C'était à Madrid, dans les gares d'Atocha, d'El Pozo et de Santa Eugenia. 8 ans plus tard, à Montauban, un terroriste assassine un militaire. Première étape d'une équipée terroriste qui culminera 8 jours plus tard avec la tuerie à l'école juive d'Ozaratora à Toulouse. Bilan total, 6 morts. Depuis, la France et l'Espagne sont devenus les pays les plus touchés en Europe par le terrorisme, et en particulier par le terrorisme islamiste. L'an prochain, le 11 mars et le 10 mars, sera la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Elle a déjà lieu cette année au niveau européen. Les journées d'hommage aux victimes du terrorisme sont-elles nécessaires? C'est la question qu'on se pose ce matin et c'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #Les Décrypteurs. Bonjour Jean-Kiki Zola. Bonjour. Jean-Kiki Zola suit les questions de terrorisme au service Société du Figaro et il vient de me corriger, c'est bien le 11 mars qui est la journée européenne et à partir de l'an prochain la journée française d'hommage aux victimes du terrorisme. Alors avant de se pencher sur cette journée d'hommage aux victimes du terrorisme, je voudrais qu'on revienne sur une révélation. Elle a été faite la semaine dernière par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Nous avons neutralisé de nombreuses attaques. Vous savez, juste pour en illustrer cela, quelques jours avant le 17 novembre et le début du mouvement des Gilets jaunes. Un groupe s'était constitué et s'était intitulé « Ça va saigner le 17 ». C'était une attaque terroriste, nous l'avons neutralisée. Jean, que sait-on de plus sur cette attaque aujourd'hui ? Alors le groupe dont le ministre de l'Intérieur parle était un groupe plutôt de tendance islamiste, puisque de la documentation pro-État islamique avait été retrouvée en perquisition. Ça correspond effectivement à un risque que les services de renseignement avaient en tête, à partir du moment où il y a effectivement ces grands mouvements populaires, grands mouvements de masse dans la rue, pas un service d'ordre extraordinaire, et puis les forces de police consacrées un peu à autre chose, c'était naturellement un risque possible. Ça a été le cas de ce groupe avant le 17 novembre. On en a aussi beaucoup parlé naturellement après l'attaque terroriste de Strasbourg le 11 décembre, qui était de voir en fait ces mouvements des Gilets jaunes visés par des groupuscules islamistes souhaitant faire une tuerie de masse. Juste peut-être une précision, mais peut-être qu'on n'est pas encore en état de répondre à cette question. Est-ce qu'on sait si cette attaque planifiée le 17 novembre dernier, autour du 17 novembre dernier, elle était liée à l'appel à la mobilisation du 17 novembre lancé par les Gilets jaunes? A priori, oui. Enfin, je pense que c'est à peu près clair là-dessus. Mais au-delà du symbole, je pense que ce que ça montre, c'est qu'encore une fois, les interpellations, les démantèlements de groupuscules dangereux, c'est quelque chose qui est encore très fréquent, ce qui signifie encore une fois que l'alerte terroriste, je sais qu'à force de le répéter, parfois ça semble un petit peu superfétatoire, mais elle est au maximum. Roger vient de nous rejoindre sur le chat du Figaro. Bonjour. On va prendre votre question tout à l'heure dans une deuxième partie de l'émission. Vous restez avec nous d'ici là. Il y a d'autres questions qui ont été posées déjà par les internautes du Figaro. Je voudrais qu'on se penche dessus. Et elles concernent donc ce fameux thème de la journée de lutte contre le terrorisme, Jean. Quand on a appris que donc ce 11 mars devenait la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, beaucoup de réactions sur une question, mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est une volonté des victimes? Alors oui, la réponse est oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis 1998, les associations nationales de défense des victimes du terrorisme, chaque année, en septembre, célèbrent un hommage national, commémore les victimes du terrorisme. À partir de là, c'est donc... Depuis 1998. Depuis 1998. À partir de là, il est clair que ces associations désirent commémorer, honorer ces victimes. Je pense que la question est légitime que de se demander à quoi peuvent servir ces journées. Moi, je pense qu'elles servent à deux choses essentiellement. D'une part, à rappeler que le terrorisme est là, qu'il existe,
qu'au-delà de la litanie des attentats, que parfois on oublie assez rapidement finalement, parce qu'on s'habitue quelque part au risque terroriste, il est là. D'autre part, de se rappeler que les victimes doivent être quand même au cœur de la réflexion. Non seulement les personnes tuées, mais également les blessés. Il faut savoir que pour une personne tuée, vous avez quoi? 5, 10, 15, 20 personnes blessées derrière. Et ça, c'est absolument essentiel, je pense, pour la nation. Oui, c'est vrai, on a un rapport quasiment, si on regarde par exemple les bilans des attentats de Madrid le 11 mars 2004, on a un rapport à peu près de 1 à 10, 191 morts et 1858 blessés. Exactement. Et les blessés le sont pour certains à vie Bien sûr. Blessés physiques et également traumatisés. Il faut quand même se rappeler ça également. Vous pouvez avoir votre vie totalement bouleversée, même si vous n'êtes pas touché physiquement. On arrive d'ailleurs à sortir du traumatisme. Il y a une résilience qui s'opère, où on est resté traumatisé à vie, profondément traumatisé à vie, empêché de vivre. Alors, les personnes que j'ai pu rencontrer, moi, dans le cadre de ma profession, oui, bien évidemment. Que ce qui est frappant, c'est que pour ces gens-là, même si ça s'est passé il y a 25 ans, 30 ans parfois, pour eux, c'est hier. Vous le ressentez presque physiquement. Vous avez quelqu'un en face qui, ce traumatisme est absolument quotidien. Après, ces journées nationales, c'est aussi une occasion de montrer le travail assez extraordinaire qui est réalisé par les associations de victimes, qui d'ailleurs rassemblent le plus souvent elles-mêmes des victimes, qui ont décidé d'agir, notamment le travail non seulement le travail sur les victimes elles-mêmes, c'est-à-dire le travail d'essayer d'apaiser le traumatisme, d'essayer de dépasser ce traumatisme, mais également le travail de dialogue avec la société. J'ai assisté il y a quelques semaines à une rencontre entre des lycéens niçois et des victimes des attentats de Nice et du 13 novembre. Et c'était un moment, je dirais, citoyen, un moment démocratique qui était absolument de très très grande valeur. Alors justement, c'est peut-être le moment d'aller sur Twitter et de répondre à notre question. Les journées d'hommage aux victimes du terrorisme ont-elles, selon vous, une utilité? Et pour l'instant, vous êtes une large majorité à répondre oui, à 62%. Le temps file et c'est très intéressant d'entendre vos explications parce que ça sort peut-être de certaines idées reçues. Alors, il y a effectivement un certain nombre de questions autour de cette menace et de l'actualité. Une question que je reformule à partir d'une remarque d'André. Est-ce que Emmanuel Macron autorise le rapatriement de nouveaux terroristes? Je pense qu'André fait allusion au sort des djihadistes détenus par les Kurdes et que les Américains nous demandent aujourd'hui de reprendre. Alors écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux ou de Dieu. C'est une histoire extraordinairement compliquée. Maintenant, je crois pouvoir dire qu'a priori, les autorités françaises et d'ailleurs un grand nombre d'experts considèrent qu'il n'y a en la matière que des mauvaises solutions. Donc il faut choisir l'une des moins mauvaises. Visiblement, l'idée que les Irakiens pourraient juger un certain nombre de djihadistes français est une idée qui est plutôt validée. À partir de là, pour ceux qui ne pourraient pas être jugés par les tribunaux irakiens, il reste un certain nombre de solutions. Les laisser en liberté sur place et les laisser revenir en France de façon clandestine ou partir en Libye ou en Afghanistan, c'est manifestement pas une très bonne option. Éventuellement, les laisser dans les mains des autorités syriennes qui ne sont pas totalement amicales envers la France, c'est pas forcément non plus une très bonne solution, selon les experts. Et puis enfin, il reste la question du rapatriement. La question du rapatriement, elle pose la question naturellement des prisons, de la sécurité dans les prisons. Et là, il y a un certain nombre d'interrogations qu'on peut avoir, même si les personnes qui rentreront seront considérées comme des terroristes, seront donc placées à l'isolement et, on l'imagine, dans des conditions assez draconiennes en termes de sécurité. Une dernière question sur l'utilité de ces journées. Iris nous demande une nécessaire intervention et assistance psychologique s'impose. A-t-on progressé dans la prise en charge des victimes avant et après les attentats? Alors la réponse est oui, et moi je crois qu'il faut rapidement faire une comparaison. Quand vous étiez victime d'un attentat dans les années 70 ou dans les années 80, il est aujourd'hui inimaginable de découvrir à quel point les victimes étaient souvent laissées à elles-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui fait froid dans le dos. 40 ans plus tard, malheureusement 40 ans de tuerie, 40 ans d'attentats, il est clair que les choses sont bien mieux mises en place. À partir de là, je pense qu'il y a encore des choses à faire, bien évidemment, parce que le traumatisme, la prise en charge en termes d'indemnité, tout ça est perfectible.
Il y a d'autres questions qui ont été posées par les internautes, Jean. On va y répondre dans une deuxième partie, notamment autour de la menace. Est-ce qu'elle a diminué depuis l'attentat de Strasbourg? On va voir ça avec vous dans une deuxième partie, peut-être déjà également avec Jean-Charles Brizard qui est avec nous. Les journées d'hommage aux victimes du terrorisme sont-elles nécessaires? Ça, c'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Vous continuez de voter, à commenter, nous dire pourquoi, selon vous, elles sont nécessaires. Le dialogue continue. Corentin Suire suit vos réactions à la fois sur Facebook, mais également sur le chat du Figaro. Pour l'instant, vous n'êtes pas très nombreux à réagir, alors vous pouvez continuer à réagir. Vous prenez vos claviers et vous réagissez à côté, vous cliquez à côté de cet écran dans lequel vous voyez cette émission et vous posez vos questions. Si vous n'avez pas créé votre compte, vous créez votre compte tout de suite et vous pourrez avoir la possibilité de nous poser tout de suite une question. Je les vois sur le chat, elles me sont répercutées ici également par Corentin. On va les poser également à Jean-Charles Brizard qui est avec nous. Mais d'abord, une autre question qui se pose aujourd'hui, elle se pose notamment à Bruxelles. Quelle peine va être infligée à Mehdi Nemmouche? Le djihadiste français a été reconnu coupable de l'attaque au musée juif de la capitale belge le 24 mai 2014, au plus grand soulagement des victimes, en tous les cas celles qui sont encore vivantes, et pour celles qui sont mortes, de leurs familles et de leurs avocats. On est vraiment soulagés et le prochain rendez-vous est à lundi pour voir quelles vont être les peines qui seront prescrites à ces malades d'un tout autre âge et qui se sont déjà emmurés il y a bien longtemps par leurs idées obscurantistes à vouloir faire du mal gratuitement et aveuglément. Voilà. Et donc c'est une motivation très, très lourde en termes de culpabilité pour les deux accusés. Et donc c'est un verdict qui ne soumet aucune critique, une grande qualité de rédaction. Bonjour Jean-Charles Brizard. Vous me dites que vous allez faire court, mais vous allez faire le temps qu'il faut pour nous expliquer. Vous dirigez, Jean-Charles Brizard dirige le Centre d'analyse du terrorisme et il est professeur à l'IEP de Strasbourg. Vous avez notamment suivi et étudié pas mal de procès de djihadistes. On va y revenir. Mais d'abord, puisqu'on vient de voir celui de Mehdi Nemmouche, que vous a appris ce procès-là et son verdict? De sa part, pas grand-chose, parce que si vous voulez, Mehdi Nemmouche et sa défense se sont enfermés dans le déni, se sont enfermés dans la théorie du complot aussi, par rapport à cet attentat. C'est une attitude qui est fâcheuse et qui a été relevée comme cela, en tout cas, par les victimes et les familles qui étaient présentes. Donc ça vous a étonné que Nemmouche s'enferme dans la théorie du complot et ses avocats et qu'il nie finalement? Est-ce que c'est une nouvelle stratégie? D'habitude, les djihadistes nous avaient plutôt habitués à assumer leurs actes? Oui, il était beaucoup plus loquace, effectivement, lorsqu'il était en détention, par exemple, et on le sait, de rapports de l'administration qui ont été produits à l'audience. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, et c'est important aussi, parce que le procès a permis de prouver, de confirmer que cet individu était bien mandaté, envoyé par l'État islamique pour commettre cet attentat. Et c'est un élément qu'on avait progressivement oublié. On a appris beaucoup de choses également sur son complice, celui qui lui a fourni des armes, qui a été arrêté à Marseille, dans les quartiers nord, et qui lui a permis à l'époque donc de concrétiser cette volonté d'agir sur le sol européen. Donc voilà, on est face à quelqu'un qui est dans le déni, mais néanmoins, justice sera rendue aux victimes et à leurs familles, et c'est ça l'essentiel finalement de ce procès qui se déroulait à Bruxelles. Qu'apportent généralement ces procès, vu qu'on connaît les faits, personne ne les conteste d'habitude, et que le cas Nemmouche est à cet égard une exception parce qu'il refusait d'assumer, et une exception parce que le principal coupable était encore vivant. Mais d'habitude, les principaux coupables sont morts, et on ne juge que des seconds couteaux. Ben, ce qu'on juge au quotidien, et nous on le voit, puisqu'on suit l'ensemble des procès pour terrorisme en France, non seulement en correctionnel, et également aux assises. Aux assises, c'est plutôt effectivement les attentats ou les projets d'attentats, mais de plus en plus, ce seront également les retours qui ont vocation à être jugés par une cour d'assises. Ce qu'on voit, c'est des histoires individuelles, c'est comprendre le cheminement de ces individus, parfois en groupe, qui décident soudainement soit de partir, soit de projeter un attentat. C'est extrêmement important de pouvoir avoir cette analyse très fine qu'on a, qui est humaine, qui est de ce parcours individuel ou collectif, et qui s'inscrit lui-même
dans une histoire beaucoup plus large, celle de l'État islamique, de sa transformation, de sa genèse. Ça, on voit là donc l'intérêt. Pour vous, qui les avez observés, qu'est-ce que vous avez justement observé au niveau de l'évolution de ces procès? Qu'est-ce que ça vous a révélé de l'évolution du terrorisme et de l'évolution de l'État islamique? D'abord, contrairement à ce qu'on entend trop souvent en termes sociologiques, on n'est pas face à des individus qui sont faillis sur le plan intellectuel, sur le plan social. Ces gens rationnels, c'est pas des dingues. Ce sont des gens rationnels qui ont un niveau d'instruction assez élevé en moyenne, qui sont parfaitement conscients et qui assument pleinement. C'est pas trop le cas de Médine et Mouche, quand même. C'est pas trop le cas de Médine et Mouche. C'est une exception, comme vous le disiez. Mais généralement, ils assument leurs actes, ils expliquent également leur cheminement, et ça, c'est extrêmement intéressant sur le plan sociologique, mais également, ça nous dit beaucoup de l'intensité et de la détermination de ces individus par rapport à la menace terroriste. Il y a quelques années, au moment, il me semble, de l'attentat contre le musée juif de Bruxelles, le New York Times avait fait une grande enquête où il révélait que l'une des stratégies de l'État islamique s'inspirait de la stratégie chinoise des mille entailles, c'est-à-dire des petites attaques un peu partout en Europe, mais qui mobilisaient énormément les services de police de façon à fatiguer, à mettre à genoux les services de police. Philippe Lovejoy vient de consacrer un livre sur le djihadisme en entreprise également, où on perçoit également cette intention. Est-ce que vous confirmez que cette stratégie est à l'œuvre? Bien sûr, c'était déjà une stratégie que voulait mettre en œuvre à l'époque Al-Qaïda dans les années 90 et 2000, et qui, par manque d'aura, d'attractivité aussi, n'a pas réussi à mettre en œuvre. L'État islamique, qu'est-ce qui a été nouveau par rapport à cette organisation? C'est d'abord des médias, une capacité de propagande démultipliée par les réseaux sociaux, par Internet, s'appuyant très largement sur ce vecteur, parlant le langage de chacun, c'est-à-dire aux Français, on parlait en français, aux Allemands en allemand, etc. Donc ça permettait de capter beaucoup de djihadistes potentiels. Et puis, il y avait le territoire. C'est la force d'attraction de cette organisation, c'est finalement le territoire, d'où le départ de très nombreux combattants vers l'État islamique. Et donc ça, c'est tout à fait nouveau, c'est même une transformation inédite dans la mouvance terroriste. C'est une organisation qui est capable d'avoir une telle aura et surtout d'avoir ce territoire qui permet d'attirer autant de jeunes. Alors aujourd'hui, il n'est plus territorialisé. Est-ce que la menace reste réelle et de la part de l'État islamique? Et puis, est-ce que, selon vos informations, quelles sont les principales menaces aujourd'hui pour l'Europe? L'erreur qu'on a commise, c'est de considérer que l'État islamique, c'était uniquement un territoire. Alors le territoire disparaît, c'est vrai, hein, face à une attrition, une disparition. Dans quelques jours, on apprendra la chute du dernier bastion, sans doute, à Baghouz. On y reviendra demain, d'ailleurs. Pour autant, l'idéologie de cette organisation survit, bien évidemment. Elle est ancrée dans l'esprit de nombreux jeunes ici, dans nos pays. Plus de 20 000 radicalisés en France. Donc la menace, elle est essentiellement endogène, ici en France. Et puis, là-bas, on le sait, les djihadistes français ou étrangers qui ont pu se rendre en Syrie, en Irak, ils sont en train de se repositionner. Alors, effectivement, il y a cette bataille de Baghouz, dernier bastion. Beaucoup d'entre eux vont aller dans des camps de réfugiés. D'autres se sont déjà repositionnés, soit en Syrie. Je sais que des Européens, par exemple, sont à Azaz, sont à Idlib, etc. D'autres encore se sont déjà relocalisés à l'étranger. Des Français sont en Afghanistan, sont en Libye, sont au Sahel, sont au Yémen. Donc voilà. Donc la menace extérieure, si je puis dire, ne disparaît pas avec la fin du califat. D'autres territoires d'attaque ont été trouvés par des terroristes qui se trouvaient sur les territoires qui étaient occupés, le terrain qui était occupé par Daesh. C'est ce que nous apprend à l'instant Jean-Charles Brizard. Merci pour ces premières précisions. Une journée d'hommage aux victimes du terrorisme est-elle nécessaire? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #Les Décrypteurs. Vous pouvez continuer à voter, vous pouvez continuer à commenter et vous continuez à vous poser vos questions, comme Lixing, que je salue, qui nous demande où en est-on avec les déchéances de nationalité. Eh bien, c'est une question à laquelle on va répondre dans un instant. Un coup d'œil dans l'actualité également à un autre phénomène, le terrorisme
a fait déjà des martyrs, ou en tous les cas, certains risquent d'être reconnus comme tels. C'est selon toute vraisemblance le cas du père Jacques Hamel. Jacques Hamel avait été égorgé en pleine messe le 26 juillet 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et on apprend, sous la plume notamment de Jean Kiki-Zola sur le Figaro.fr, que le procès en béatification est bien entamé. Et c'est ce que confirme le prêtre qui est chargé de le suivre, le père Vigouroux. La porte d'entrée de la béatification, c'est bien le martyre du père Hamel. Cette enquête, elle a principalement été des auditions de témoins du drame, de la famille, des personnes qui ont connu le père Hamel. Et on a eu également une grande partie de collecte des homélies, des photos, des souvenirs autour du père Hamel pour constituer un dossier. C'est vrai que c'est un jour d'aboutissement, soulagement d'avoir accompli ce qu'on avait à accomplir. Et en même temps, il y a dans la famille, parmi les amis, il y a encore beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Ça règle un petit peu des souvenirs un peu douloureux. Mais il y a quand même cette espérance qui est là, qu'on va essayer d'aboutir un beau message. Alors, on voyait également les scellés qui étaient déposés sur une grande boîte en bois où seront, selon toute vraisemblance, toutes les preuves et tous les éléments qui permettent de servir à l'instruction de ce qu'on appelle le procès en béatification du père Hamel. Et tout est transmis, tout est envoyé au Vatican. Tous les détails sont à retrouver sur le Figaro.fr. Et c'est un très bel article qui est écrit par Jean Kiki-Zola. Chose promise, chose due, on prend vos questions. Roger, vous nous demandez les attentats, le terrorisme, des abstractions. On a donc si peur de nommer les choses par leur nom complet sans rien éluder. Non, on parle vraiment, là pour l'instant, aujourd'hui, la principale menace, c'est le terrorisme islamiste. Ah oui, ça, je crois qu'on peut... On peut très raisonnablement ne pas nous reprocher, nous et les autres médias d'ailleurs, de désigner ce terrorisme islamiste depuis bien plus longtemps que la création du califat et que la création de l'État islamique, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on parle d'un phénomène qui frappe le pays depuis un quart de siècle. Et dans les deux événements que l'on a cités d'ailleurs tout à l'heure au début de cette émission, c'était Al-Qaïda. C'était le 11 mars 2004, c'est Al-Qaïda, effectivement. Et Mohamed Merah, puisque c'était de lui dont on parlait, c'était également... Mohamed Merah, c'est Al-Qaïda dans les provinces frontalières du Pakistan. Jean-Charles Brizard, il y a quand même un terrorisme islamiste. Est-ce qu'il a disparu? En tous les cas, qui nous a frappé en France dans les années 80, c'était le terrorisme iranien. Bien sûr. Non, on a vu effectivement ressurgir récemment, l'an dernier, une forme de terrorisme d'État de la part de l'Iran, avec une attaque perpétrée qui a été déjouée, mais qui devait être perpétrée en France à l'occasion d'un rassemblement d'opposants iraniens, Moudjahidine du peuple, tout à fait. Et d'autres attaques de ce type ont été déjouées en Europe l'an dernier. Donc il y a effectivement vraisemblablement une résurgence de cette forme de violence étatique de la part de cet État. Gaulois Lixing avant nous demande où en est-on avec les déchéances de nationalité. Écoutez, après le débat qui a été lancé par François Hollande avec le succès que l'on sait, à ma connaissance, le débat... C'est-à-dire que c'était un échec complet. C'est un échec complet, politiquement. Il l'a même d'ailleurs, c'est l'une des nombreuses choses qu'il a regrettées a posteriori. À ma connaissance, le débat est toujours gelé. Je ne crois pas que le chef de l'État, Emmanuel Macron, souhaite relancer le débat là-dessus. Alors, Gaulois nous demande, on va les mettre où, je pense, peut-être que vous précisez votre question, il s'agit des djihadistes français qui sont également, qui ont été capturés sur le territoire qui a été occupé jusqu'à présent par Daesh. Alors, Jean a répondu à la question. Pour l'instant, un accord a été trouvé avec l'Irak, c'est ça ? Visiblement, oui, effectivement, il y a, je parle sous le contrôle de Jean-Charles Brizard, 14 djihadistes français qui sont aux mains des autorités irakiennes et qui sont donc jugés a priori en Irak. Après, on parle d'un nombre relativement réduit d'autres djihadistes qui seraient susceptibles éventuellement d'atterrir en France. Mais enfin, je crois qu'il est quand même urgent déjà de voir s'ils y arrivent bien.
Il peut se passer quand même des choses sur le terrain. Par définition, on est toujours dans un état de guerre là-bas. On a vu avec les frères Klein, semble-t-il, que certains pouvaient toujours être tués dans des opérations. Bon, voilà. En tout cas, en l'occurrence, si on parle de gens qui rentrent en France... Les frères Klein, c'était deux recruteurs de djihadistes qui étaient sur la zone irako-syrienne et dont on a appris qu'ils ont été tués, qu'ils auraient été tués par des frappes de drone. Vous confirmez d'ailleurs qu'ils ont été tués, Jean-Charles Brizard ? Oui, ça a été confirmé par la coalition, tout à fait. Non, les frères Klein ne sont pas seulement des recruteurs. D'abord, ce sont deux figures importantes de la mouvance djihadiste française, et ce depuis de nombreuses années. Ils ont participé à la propagande de l'État islamique, ont été les fers de lance, en tout cas pour la propagande française. Et puis on a appris récemment de témoignages de djihadistes qui revenaient de la zone, qui ont pu être interrogés par les services français, la justice française, qu'ils avaient également un rôle très important dans les opérations extérieures du groupe. Ça veut dire quoi, les opérations extérieures? Ça veut dire les attentats. Ça veut dire que ces individus, au-delà de simplement avoir revendiqué les attentats de Paris, par exemple, pour Fabien Klein et Jean-Michel Klein, ont sans doute participé d'une manière ou d'une autre à la planification ou à la préparation de ces attentats, notamment, et d'autres sans doute. Voilà. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas seulement un rôle de propagandiste, comme on l'a trop souvent dit, mais également un rôle opérationnel au profit du groupe. Je salue Pragma qui vient de nous rejoindre sur le chat du Figaro. Vous posez vos questions, vous donnez vos commentaires. Il nous reste une dizaine de minutes. On avait une question qui était posée sur l'un des chats, l'un des forums du Figaro, et je voulais revenir avec vous. C'était Jean Tocata qui nous dit « Se souvenir, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. » Il demande quelles mesures sécuritaires et judiciaires le gouvernement a prises pour éviter que de tels attentats puissent se reproduire. Et il précise, comme on ne sait pas et que le sentiment d'insécurité persiste, on suppose que le gouvernement n'a rien fait. Pierre Garmin, d'ailleurs, autre internaute du Figaro, est encore plus sévère. Aucune action sérieuse n'est faite pour éviter de tels drames. Alors je crois qu'on peut pas franchement dire ça, en ce sens que... Il y a quand même tout un arsenal qui a été... On est sorti de l'état d'urgence, on a adopté une nouvelle loi, la loi SILT, peu importe le jargon, qui quand même donne un certain nombre de pouvoirs réels aux autorités administratives pour prendre des mesures contre des individus supposés dangereux. On a effectivement depuis 2015 un arsenal qui a été mis en place, la loi renseignement, la possibilité pour les services de renseignement, les services antiterroristes de disposer d'un certain nombre d'outils de surveillance. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Je pense que véritablement l'arsenal, il a été déployé. Après, on peut comprendre aussi les interrogations, parce que ce qui s'est passé depuis le début 2018, c'est-à-dire les attaques de Trèbes, Carcassonne, l'attaque de l'Opéra en mars, l'attaque de l'Opéra en mai, l'attaque de Strasbourg en décembre, et même quelque part l'attaque en prison de Condé-sur-Sarthe il y a quelques jours, la semaine dernière. C'est une nouvelle forme de djihadisme, Condé-sur-Sarthe? Non, Condé-sur-Sarthe, c'est exactement la même forme de djihadisme que les 3 précédentes attaques de 2018, c'est-à-dire des attaques qui sont perpétrées par des individus a priori, en l'état actuel des enquêtes, sans aucun contact opérationnel avec un quelconque groupuscule terroriste, et qui n'ont eu besoin que d'eux-mêmes pour passer à l'action. En clair, l'État islamique est parvenu, et ça je crois que c'est quand même effectivement une sacrée évolution, est parvenu, en envoyant tout bêtement un certain nombre de messages via les réseaux sociaux, via Internet, à permettre que des individus isolés, pour le coup, ce ne sont pas des loups solitaires, les fameux loups solitaires, parce qu'ils sont dans une mouvance idéologique et ils agissent à des mots d'ordre. Mais les mots d'ordre, il n'est plus besoin d'avoir quelqu'un vraiment identifié ou identifiable pour lui passer le mot d'ordre. Il réagit à une sorte d'air du temps, si je puis me permettre, et il passe à l'action. Et le problème, c'est que ces actions-là, elles sont extraordinairement difficiles à contrer pour des services de renseignement. Parce que ce sont des individus, on le dit à chaque fois, qui n'ont pas montré qu'ils étaient prêts à passer à l'acte, qui sont effectivement dans la mouvance islamiste, mais sans forcément être dans le haut du spectre, ce fameux haut du spectre qui est vraiment surveillé comme le lait sur le feu par les services antiterroristes. Et donc, concrètement, on a l'impression effectivement d'une certaine impuissance. Ça fait froid dans le dos, ce que vous dites. L'autre chose, quand même, je repose ma question, Jean-Charles Brizard, est-ce qu'avec l'attaque de Condé-sur-Sarthe, on a une nouvelle forme de terrorisme? Question subsidiaire, est-ce qu'il faut s'attendre
à des attaques, à une multiplication des attaques au sein même des prisons. Alors, d'abord, oui, enfin, effectivement, on est face à des attaques, mais ce n'est pas nouveau. Hein. Ça fait quelques années maintenant qu'on assiste à des attaques, depuis 2016 à peu près, une dizaine d'incidents terroristes en prison. À l'intérieur des prisons. Alors, soit des individus qui, effectivement, s'en prennent aux agents pénitentiaires, soit des individus qui fomentent des attentats en prison, depuis la prison, y compris celui le dernier en date, enfin l'un des derniers en date, le 17, qui devait se produire le 17 novembre, a été en partie, en tout cas, piloté par un individu qui se trouvait en détention. Non, ce qu'il faut dire, et ce qu'a dit Jean Quiquezola est tout à fait juste, c'est qu'effectivement, au-delà de l'arsenal qui a été renforcé, et on ne peut pas plus, je veux dire qu'on a voté une quinzaine de lois depuis 10 ans sur le terrorisme pour parfaire chaque fois l'arsenal, c'est de bien comprendre, on est face à un terrorisme qui est endogène, je l'ai dit, qui est dans bien des cas imprévisible. Des gens qui vivent sur le territoire dans bien français. des cas imprévisibles, parce que ces individus mettent en œuvre des modes opératoires qui sont improvisés, des armes qui sont rudimentaires. Ils n'ont plus qu'un lien virtuel avec des organisations terroristes ou une mouvance djihadiste, et c'est extrêmement difficile à détecter pour les services de renseignement, même si leurs moyens ont été renforcés. On est face à ce terrorisme-là. Alors c'est vrai qu'il y a le haut du spectre qui est surveillé, et puis il y a tout le reste, notamment le bas du spectre. On voit de plus en plus d'individus du bas du spectre passer à l'acte, et effectivement, ça en dit long sur les enjeux de la surveillance de ces individus, la surveillance de la radicalisation. Ouais, c'est ce que nous et pose c'est là où je dis, on peut aller plus loin, on peut donner, comment dirais-je, donner plus de responsabilité à d'autres acteurs que simplement les acteurs régaliens qui ne sont pas suffisamment nombreux pour prendre en compte. Précisez ce que vous voulez dire par là. Je dis notamment, je dis depuis plusieurs années maintenant, qu'il faut renforcer le rôle des maires, parce que les maires ont à leur disposition des capteurs sociaux, éducatifs, administratifs, institutionnels, donc, etc., qui peuvent jouer un rôle de détection et un rôle de prévention aussi. Gaulois nous pose cette question. Les mettre en prison et les entretenir aux frais du contribuable, où veut-on les garder ? Comment faire sans qu'ils ne contaminent d'autres ? C'est quand même là, effectivement, tout l'enjeu. Il y a également, alors il me semble, dans les prisons, toute une question d'isoler certains détenus. Oui, alors, comme souvent, il y a d'abord la question des moyens. Hein, parce que les moyens, ils sont, pour dire les choses comme elles sont, en l'état actuel, clairement insuffisants. En termes de quartiers de radicalisation, de quartiers de prise en charge de la radicalisation, en termes de personnel, en termes de quartiers d'évaluation de la radicalisation. Ce qui s'est passé à Condé-sur-Sarthe la semaine dernière montre clairement que cet individu qui présentait quand même un certain nombre d'éléments potentiellement dangereux, mais qui en même temps ne faisait pas parler de lui, grosso modo, était plutôt un détenu relativement sans histoire, en tout cas dans les mois qui ont précédé son attaque, est passé à travers les mailles du filet, pour utiliser une expression un peu classique. Mais donc il y a la question des moyens. Après, le problème de fond, et je pense que ce que vient de dire Jean-Charles Brizard est extrêmement important, c'est, alors pour les prisons, il y a, je pense, la question des moyens. Il faut mettre plus de moyens dans la détection et dans l'isolement de ces individus. Voilà. Après, à l'extérieur, il y a effectivement l'idée de mutualiser, l'idée de mettre le maximum de personnes dans le système, parce qu'il est évident que, effectivement, les services spécialisés sont dépassés, pour dire les choses comme elles sont. Alors, effectivement, c'est assez inquiétant, mais enfin, c'est quand même la réalité, sont dépassés par le phénomène. Il y a un autre type de question qui est posé sur les forums du Figaro qui ont trait à justement cette journée d'hommage aux victimes du terrorisme. Roger nous dit « Je pense que malheureusement, ces commémorations sont une pub pour les djihadistes. Qu'a-t-on en chaîne dans une société qui survictimise déjà tout? C'est une erreur majeure. » Est-ce que c'est votre avis Jean-Charles Brizard, non pas en tant que citoyen, mais en tant qu'analyste du terrorisme? Non, pas du tout. Je crois que ces journées, et ça a été dit tout à l'heure par Jean Quiquezola, elles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont même nécessaires aux victimes et à leurs familles dans le processus d'après-attentat. Le pire pour elles, c'est l'oubli. C'est l'oubli de ces crimes terroristes. Et ces journées, elles sont là pour rappeler ces crimes. Et il y a une autre vocation, c'est qu'elles sont là également pour transmettre aux générations futures
l'histoire de notre pays et de cette violence politique à laquelle on a été confronté. Et je crois que c'est extrêmement important, non seulement pour les victimes individuellement pour se reconstruire, et au fil pour éviter cet oubli, mais également pour transmettre cette réalité aux générations futures. Donc non, je crois qu'elles sont absolument nécessaires, et c'est tout l'enjeu finalement de cette journée européenne qui va désormais coïncider, vous le savez, avec la journée nationale de commémoration à partir de l'année prochaine. Merci beaucoup pour ces précisions. Golo, à l'instant, nous dit « J'aimerais bien que quelqu'un réponde à mes questions ». Alors, on a répondu à vos questions, donc vous allez pouvoir revoir dans un instant l'émission en replay, où on répond notamment à vos questions sur le transfert des djihadistes, le problème des prisons. C'était les questions que vous avez posées à nos décrypteurs. Janus nous dit « Je propose comme date de commémoration le 1er novembre. C'est un jour férié et un jour où les Français honorent leurs morts, qu'ils soient tombés sur un champ de bataille ou sous un attentat. Une seule date suffit pour penser à eux ». Alors, je pense, Janus, que c'est plutôt le 11 novembre où on commémore justement les morts. Et d'ailleurs, les morts, si je ne m'abuse, tombaient également en opération extérieure, pas seulement les morts de la Première Guerre mondiale. Et Micheline nous dit qu'il nous faudrait une armée européenne très bien formée pour surveiller nos frontières. Alors, il y a une agence qui existe déjà, c'est Frontex, pour surveiller les frontières, mais la surveillance des frontières n'est qu'un aspect de la lutte antiterroriste, même si on a vu qu'il y avait des terroristes qui s'étaient infiltrés par les vagues migratoires, Jean. Oui, alors il y a une chose qu'on devrait avoir en tête depuis maintenant bien longtemps, au minimum depuis 2004, 2005, les attentats de Madrid et de Londres, c'est que les terroristes ont fait l'Europe. Je veux dire, eux, clairement, savent utiliser les frontières, savent utiliser le continent. La réponse européenne, elle existe, elle s'est développée depuis